Et maintenant, la potion magique de moi. Pollution, hormones, OGM, glutamate, sucre, bisphénol, aspartame, trop de médocs, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Bonjour à toutes et à tous. Comme promis, je reviens parler des trouvailles de Antoine Béchamp. Je suis vraiment contente que ça vous ait plu, en fait, ce sujet, parce que je trouve que c'est important. Bien sûr, il faut absolument avoir vu la potion 42 avant de voir celle-ci, sinon vous serez largués. Voilà, c'est pas très long. Je vous encourage aussi vivement à lire ce petit livre de Brigitte Faux, qui a réalisé une très belle synthèse, un gros boulot à ce sujet. Ça s'appelle Antoine Béchamp, la compréhension du vivant. C'est publié chez Medicatrix de Marco Pieter, éditeur. Ça vaut une dizaine d'euros et franchement, ça vaut le coup pour aller plus loin que mes humbles petites potions dont le but n'est que de vous donner l'envie d'aller fouiller par vous-même certains sujets. C'est que ça, mes potions. Dans la foulée, payez-vous aussi le voyage avec le docteur Hector Grasset qui, en 1913, a publié un sacré bouquin qui s'appelle L'œuvre de Béchamp et qui est téléchargeable gratuitement sur le site de Gallica, une plateforme de la BNF qui est vraiment bien foutue pour obtenir plein de bouquins en libre accès. Ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est que Grasset a eu la chance d'être un témoin objectif de la cabale contre Béchamp, c'était un contemporain de lui. Il cite un grand nombre de dialogues entendus et d'échanges observés dans la fosse aux lions, il n'y a pas d'autre mot, de l'Académie des sciences. Et cette académie tenait par chance des registres exhaustifs de compte-rendu de séances. En fait, on a tout, il y a juste à aller chercher les infos. De plus, il a eu lui-même quelques échanges épistolaires avec Béchamp, parce qu'en fait, il menait également des recherches en biologie cellulaire. Ils avaient des terrains en commun. Donc notre Antoine met en évidence les microzymas, ces petits ferments porteurs de l'étincelle de vie, qui ne meurent jamais, sauf si on en fait des pâtes ou si on les met dans un cuiseur vapeur. Ah, vous savez, la fameuse vapeur douce, pour laquelle j'ai une affection très particulière, surtout avec la gamelle au nombre d'or. Bref, ça me fera toujours rire cette histoire. Béchamp démontre, j'ai bien dit démontre, que sans microzymas, pas de vie. Pas de microzymas, pas de chocolat. Autrement dit, quand on considérait que les cellules étaient les plus petites unités du vivant, eh bien, on se trompait. Après avoir lu Béchamp et son contexte, pour moi, et pas que pour moi, mais c'est désormais faux. Je ne peux plus accepter l'autre théorie. Béchamp pose même l'hypothèse que ce pourraient être ces petites vésicules qui seraient chargées de capter l'énergie universelle, le chi, le prana, le pneuma. Ce n'est pas le même nom selon qu'on soit européen, japonais, hindou, grec, mais on parle bien de la même chose. Cette énergie vitale là qui est tout autour de moi, derrière, autour. Mais alors les microzymas, ce serait peut-être un peu comme des panneaux cosmiques, des panneaux comiques. Il ne le démontre pas, évidemment. Son obsession à démontrer une vision matérialiste déjà du vivant, bien qu'il soit résolument chrétien, le fait virer tout bonnement de la faculté catholique de Lille, qui doit commencer un peu à baliser que ce chercheur parvienne à expliquer les origines de la vie. Pourtant, il n'a jamais eu cette prétention, Béchamp, jamais. Il écrit à Hector Grasset, et là je cite, « Je suis resté chrétien aussi complètement que possible, mais plus du tout convaincu que les théologiens aiment la science pour la science. » En fait, il est dégoûté, le gars. Et il rajoute, « Il est ainsi avéré que, tenant l'évangile pour vrai, je tiens, comme Galilée et Lavoisier c'était vraiment, il était grand admirateur de Lavoisier, je tiens donc comme certain que l'étude désintéressée et approfondie de la nature est la seule voie capable de conduire à la connaissance des choses qu'il nous est donné de connaître. » Ce propos résume à lui seul toutes les dimensions de ce bonhomme, je trouve. On y voit son incorruptibilité, sa rigueur, sa patience, sa curiosité et sa spiritualité gardées intactes. Je ne sais pas ce qu'ils leur ont pris à la faculté de Lille, bref. Laissons de côté cette hypothèse de panneau cosmique, si vous voulez bien. Ma réputation est un peu en jeu malgré tout. Je vous laisse n'en penser pas moins, du reste. Regardons de plus près le fonctionnement des microzymas, tel que décrit par M. Béchamp, avec des arguments dûment circonstanciés. Déjà, vous pourrez trouver dans ces bouquins ou sur Internet certains de ces dessins d'observation au microscope. Je me suis acheté un petit microscope du coup et voici des photos de microscopie optique que j'ai faites avec un grossissement de à peu près x 1000 à 1600 et ça donne déjà une bonne petite idée de ces petits microzymas. Dans le 3e épisode, je vous montrerai des photos actuelles de ce que les chercheurs nomment exosomes.
sans jamais faire le lien avec Béchamp, évidemment, ni ses microzymas. Vous les trouverez même sur Internet si vous êtes pressé. Béchamp refait des centaines de fois ces expériences dans lesquelles il fait varier les milieux. Il aboutit à cette évidence, c'est le milieu qui détermine la fonction d'un microzyma. C'est tout. Là-dessus, il est péremptoire en fait. Du coup... Tiens, on dit du coup. C'est démodé maintenant. C'est mal vu du coup. Subconséquemment, disais-je, en examinant les tissus animaux et humains compris, il se rend compte que, selon les organes étudiés, le milieu est différent. Par exemple, des cellules de paroi d'estomac baignent dans l'acide, tandis que les cellules sanguines baignent dans un plasma légèrement alcalin, on est quasiment à la neutralité. Et il constate que les microzymas de ces différents milieux sont parfaitement adaptés et travaillent à entretenir ces tissus et à organiser les fonctions de ces tissus. Il démontre donc la spécialisation de ces microzymas en fonction des tissus qu'il leur est donné de prendre soin, qu'il leur est donné d'animer, on pourrait dire même. En étudiant les microzymas dans le domaine de l'embryologie, il constate que les microzymas parentaux sont légués à l'embryon descendant. Indifférenciés au départ, puis, à mesure qu'ils organisent les divisions cellulaires, Béchamp démontre que les microzymas vont changer. Ils vont se différencier, ce qui va entraîner des organisations différentes des cellules et aboutir forcément à des tissus différents aussi dans leur nature et dans leur fonction. Pour Béchamp, il n'y a plus aucun doute en fait. Il démontre que ce ne sont pas les cellules qui se différencient, ce sont les microzymas. Ce sont eux qui, ayant enfin reçu leur ordre de mission pour le cours de notre vie, vont s'activer à modeler, organiser les cellules, les faire fonctionner de façon coordonnée avec les autres cellules des autres tissus. Bref, pour Béchamp, les microzymas, ce sont les grands organisateurs du vivant. C'est ça qu'il faut bien comprendre en fait. Et ils dépendent terriblement du milieu dans lequel ils se trouvent. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec les enseignements empiriques de l'hygiénisme hippocratique. Donc on est à moins de 460 ans avant Monsieur Jésus, voire l'enseignement des Esséniens, si l'on veut remonter encore plus loin, à moins de 1000 ans avant ce même monsieur. Un exemple tout simple, quand un estomac fabrique trop d'acide, tiens, il se met à y avoir des bactéries Helicobacter pylori, soi-disant responsables des gastrites. Je veux bien. Ces bactéries adorent l'acide. Qui de l'œuf ou de la poule, vous me suivez? Si on rétablit le niveau d'acidité de l'estomac, fini les Helicobacter pylori. Oui, ils repartent direct en hélico, ces pylori. Alors que si on essaye de les dégommer à coups de massue antibiotique, oui, ça va les calmer un temps. Mais non seulement ils réapparaîtront si on ne rétablit pas le terrain de l'estomac, parce que l'estomac sera toujours dérégulé, donc toujours trop acide, donc toujours le milieu de prédiction des hélicobactères. Mais en plus, votre microbiote il sera déglingué par les antibiotiques et pourra du coup causer d'autres nuisances dont on se serait largement passé, croyez-moi. Si on avait conservé et non pas occulté délibérément la théorie de Béchamp, on aurait un siècle de recherche sur les notions de terrain et de milieu, et on aurait sans doute de beaux outils pour aider à les rétablir rapido. Si ma tante en avait, on l'appellerait tonton. Heureusement, en naturopathie hygiéniste, on a développé quand même des belles connaissances empiriques certes, mais bien utiles pour recadrer nos terrains défectueux. À ce propos, je vous parlerai très prochainement d'un autre chercheur que j'aime beaucoup, qui a mis au point justement un appareil de mesure qui caractérise les terrains. Mais il n'est pas question que je spoile cette potion. Abonnez-vous donc pour ne rien rater et surtout partagez et likez parce que c'est bête mais c'est comme ça que cette chaîne gagne en visibilité. C'est un drôle de système. Mais bon, puisque on est dedans, et voilà. En plus, j'ai prévu un volume 3 sur Béchamp. Alors, il ne faudrait pas le rater non plus celui-là. Je vous dis à très vite.